Bonjour chers amis, et je suis heureux de vous retrouver en cette très belle journée. J'installe un peu le matos, vous me pardonnez un instant. Je vous ai fait, comme toujours de temps à autre, assez régulièrement, j'essaye de vous faire un petit panorama. Voilà, d'ailleurs Panorama c'était une marque de disques aussi, qui présentait de la musique instrumentale. Et c'était de la musique populaire. Voilà, comme ça c'est pas mal. Panorama, ouais, c'était une marque de disques tout à fait populaire avec de la musique instrumentale, des artistes pas connus. J'aime bien ce genre de truc un peu obscur. Il faut s'intéresser aux choses connues pour pouvoir apprécier les choses, les musiques obscures en contrebalancier, je dirais. Nous allons changer de perspective oculaire, un grand classique de l'âge. Vivement l'intelligence artificielle surdéveloppée, j'aimerais que ce soit déjà le cas aujourd'hui, avec des yeux d'aigle. Voilà, ça m'arrangerait bien. Des oreilles aussi de quand j'avais 20 ans. Il y a tout qui baisse avec l'âge. Enfin, je vous le souhaite pas, mais bon. La grande majorité des gens, et là-dessus, je fais vraiment partie de la masse. Pour d'autres choses, non. Je suis un peu un spécimen à part. J'en ai l'impression. Donc aujourd'hui, en ce 8 juillet 2026, c'est l'épisode 6 des inénarrables aventures du NIF, donc ce festival de films fantastiques et international, disons-le carrément, à Neuchâtel. Et donc nous sommes mercredi et je vous parle des films du mardi 7 juillet 2026. Et donc il y avait d'abord une rétrospective du génial George Miller, un réalisateur australien très connu surtout pour sa saga, ses films Mad Max, qui ont révolutionné à tout jamais le cinéma qu'on aime. Dès 1979, avec le premier Mad Max, il y a eu tout de suite un prix à Avoriaz. Et en 1981, il a enfoncé le clou avec le Mad Max 2, Mel Gibson, qui est devenu une grosse star, et le réalisateur, sublime musique de Brian May, un compositeur australien qui a fait des tas de musiques de films. Je vous recommande Harlequin, The Day After Halloween, The Howling, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et donc les musiques des Mad Max 1 et 2, en tout cas c'est lui. Sublime musique, orchestrale, avec un usage génial de la percussion. Je vous invite vivement à écouter ces musiques si ce n'est pas déjà fait. Donc George Miller, un réalisateur extrêmement doué, et avec le temps et l'âge, il ne cesse de démontrer son talent et son génie pour nous décrire un monde apocalyptique, au point que le monde à la Mad Max est devenu une référence pour décrire une situation chaotique, ingérable. Voilà. Donc, on avait aussi le manga extraordinaire Ken le Survivant en 1983 par le aussi génial japonais Tetsuo Hara, qui s'est inspiré de Mad Max. Et dans ces Mad Max, nous avons donc autant dans Mad Max que dans Ken le Survivant, on a les fous, les bandits, les maraudeurs, les bandes de motards, des gens extrêmement dangereux qui sont libres de semer le chaos à travers le monde, à travers un monde dévasté.
Et donc les fous, les bandits peuplent la terre après tout un tas de fléaux, c'est ce qui est compté, plus précisé dans le dernier Mad Max dont il va être question, là, Furiosa, un Mad Max Saga. Donc c'est déjà le 5e Mad Max qui est sorti en 2021. Et nous avions aussi donc le Mad Max 3, Au-delà du dôme du tonnerre, Beyond Thunderdome en 1985, avec Tina Turner bien sûr, qui a vécu en Suisse de nombreuses ces dernières décennies, les dernières décennies de sa vie. Elle a vécu à Zurich. C'est là où je suis né. Bin ich in Zürich geboren. Ja. Alors, donc ensuite, nous avions Mad Max 4 en 2015, Mad Max Fury Road, dans lequel Furiosa apparaissait déjà. Et donc le Mad Max 5e du nom, qui se veut en fait une préquelle du 4e, car il nous raconte spécifiquement l'histoire cruelle et dramatique de Furiosa, interprétée par la très belle Anya Taylor-Joy, dont j'ai eu l'occasion de parler déjà dans un précédent épisode du NIF l'année dernière ou celle d'avant, aussi pour une rétrospective. Une très belle actrice. D'ailleurs, George Miller partage mon avis, puisque elle est très très bien mise en valeur dans ce film. Donc, et puis, il y a une autre actrice qui interprète la Furiosa quand elle est petite, puisque dans ce 5e Mad Max, nous avons l'histoire spécifique de Furiosa depuis qu'elle est petite, dans son Éden. Elle vit dans son Éden paradisiaque de verdure, de fruits, d'abondance, d'eau, pour se retrouver vite dans un affrontement avec sa mère entre, en gros, 3 cités, dans un monde plutôt désertique et dévasté, très aride, très dur, très violent. Et elle va se retrouver, donc cette chère Furiosa, des petites, confrontée à Dementus, un chef cruel d'une bande de motards qui, lui, va ourdir, il va vraiment comploter pour faire que les cités s'entredéchirent, et il va y réussir en partie, mais pas complètement. Et donc cette chère Furiosa, elle va essayer de survivre dans ce monde apocalyptique, en grandissant dans ce monde apocalyptique d'hommes, de fureur et de technologie, de ressources résiduelles pour le pouvoir. Et elle va finaliser sa vengeance après une très longue saga, justement, de plus de 2h28 le film, mais ça passe comme une lettre à la poste. Vraiment, George Miller nous a fait un film extraordinaire, à nouveau, magnifique. Le talent inouï de ce réalisateur, plus en forme que jamais. Donc, je vous recommande vivement ce Furiosa, une saga Mad Max 5/6. Ensuite, nous avions un film d'Emin Alper, un réalisateur turc, et le film s'appelle Salvation. Donc c'est un film qui se déroule en Anatolie, qui est une vaste région presque aussi grande que la France, qui englobe principalement la Turquie, mais aussi d'autres pays comme la Syrie, l'Iran, l'Irak. Et donc la Turquie, pour vous donner une idée, c'est 1,5 fois la France, hein, à peu près. Donc imaginez le gigantisme du territoire. Donc moi, ici dans ma petite Suisse, nous sommes un tout petit bout. La France est déjà X fois la Suisse, donc imaginez ces régions turques extrêmement vastes. Donc en Anatolie, nous avons les populations kurdes principalement, mais pas que. Et donc là, ce film Salvation nous raconte, nous immisce au cœur de 2 peuplades d'Anatolie, donc 2 peuplades kurdes, qui s'affrontent très durement sur fond de conflits fonciers et terriens
tout simplement la ressource, puisque dans ces contrées-là, eh bien, c'est vraiment la ressource alimentaire la principale préoccupation. Ensuite, je dirais que la deuxième préoccupation, ce sont des considérations théologiques et le vivre ensemble sous une très forte férule théologique. Donc les ressources, la terre, qui va pouvoir les cultiver et donc subvenir à sa famille et surtout assurer une lignée, ça c'est très important dans ces peuplades, en tout cas c'est ce qui est montré dans ce film, dans ces communautés, c'est vraiment les lignées, les dynasties, enfin je ne sais pas si le terme dynastie mais disons la lignée, comme un arbre généalogique, la lignée de plusieurs familles. Et les protagonistes se réfèrent souvent à leurs ancêtres, grands-pères et pères, je vais y revenir. Donc ces conflits entre ces deux communautés qui sont sur une région géographique voisine, donc il y a ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas, mais c'est juste une question d'altitude dans des collines. Donc cette rivalité va finir en bain de sang parce qu'une communauté va en massacrer l'autre, en laissant toutefois une petite fille vivante par inadvertance, parce que le but de la communauté A, on va dire, sur la B, c'est de vraiment massacrer toute la B. Il y a une petite fille qui a réussi à se cacher, donc elle va pouvoir témoigner. C'est ce qu'on suppose, même si on ne le voit pas dans le film. À la fin du film, on voit que cette petite fille sort de sa cachette, on la sort de sa cachette. Et les gendarmes, on peut le supposer, elle va pouvoir témoigner pour dire aux gendarmes que c'est la communauté A qui a massacré tout le monde et pas d'obscurs terroristes. C'est ce que prétend la communauté A aux gendarmes. Donc les gendarmes locaux, on ne peut pas dire qu'ils soient d'une pertinence extrême, n'est-ce pas? Parce que dans cet affrontement entre ces deux communautés, les gendarmes locaux passent pour des naïfs ou des je m'en foutistes qui ramassent juste les morts, parce qu'il y a quelques meurtres avant le gros massacre et avant le grand massacre final. Et ces gendarmes, ils n'enquêtent sur rien du tout, ils sont juste là pour constater. Ils écoutent ce que la communauté A et la communauté B disent. Et on dirait qu'ils sont juste des témoins passifs. Donc je ne sais pas si ça reflète la réalité des gendarmes sur place, j'espère que non quand même. Parce que sinon, c'est un peu faites comme vous voulez. Oui, vous tuez des individus les uns les autres. Tout d'un coup, il y a un gros massacre. Bon. Alors on peut supposer qu'à la fin du film, même si ça n'est pas montré, on voit juste que la petite fille est libérée. On peut supposer que là, les gendarmes vont dire « bon, on arrête les bêtises ». Donc bien sûr, la communauté A a des armes, la B pas tellement, on va dire, ou plus traditionnel, couteau, ce genre de choses. Voilà, pour ce film Salvation. Mais ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on plonge dans l'esprit et le monde intérieur, et surtout les références qui sont brassées dans l'esprit des protagonistes, notamment de la communauté qui va finir dans cette folie meurtrière. Et surtout le sentiment d'injustice et de spoliation qui les habite par rapport à l'autre communauté qui pratique notamment l'usure. C'est ce qui est dit c'est ce que dit la première communauté. Et donc la communauté A dit que la communauté B, donc ils ont des noms dans le film, je vous renvoie au film, pratique l'usure et la spoliation des terres. C'est en tout cas le puissant moteur, un des principaux moteurs qui va pousser malheureusement aux extrémités décrites, tout cela sur fond de religion coranique très ancrée. Donc en fait, il y a ce moteur-là qui est énoncé et vécu dans le monde intérieur de la grande majorité de cette communauté A, on va dire. Ce sentiment de spoliation de leurs terres et surtout le deuxième moteur très fort qui les pousse à ce massacre, malheureusement, parce qu'il y a d'autres solutions, bien évidemment, il est dans un monde idéal, mais là, c'est ce qui se passe, malheureusement. Et le deuxième moteur, c'est de préserver leur lignée et
la forte identité qu'ils ont de leur lignée, de leur race, de leur culture, de leur religion, ou de leur interprétation de la religion islamique, ou coranique en l'occurrence. Donc c'est très intéressant aussi dans ce film, c'est la référence aux pères et grands-pères, comme je leur disais, à leurs paroles, ce qu'ils ont dit, leurs actes. Ce sont vraiment des modèles et des références sacrées. C'est vraiment sacré. Et il y a notamment dans ce film un cheikh, je crois qu'on dit comme ça, ou un imam, je crois que c'est un cheikh, qui est censé être une figure d'autorité religieuse qui va être évincé par un autre qui va s'ériger à sa place, en cheikh aussi, en disant quelqu'un qui est référente et qui va guider la communauté. Et ce référent va souvent citer ses pères, ses grands-pères. Il va parler de rêves aussi, qu'il fait des rêves. Vous savez que dans la religion islamique, il y a des prophètes qui font des rêves. Et ils parlent de ces rêves et ils disent « j'ai rêvé ça ». Et ensuite, il y a des écrits qui recensent ça. Donc c'est très important cet aspect-là chez eux, dans leur réalité psychique en tout cas. Donc ce sont des références sacrées, les pères et les grands-pères. Donc ici, en Occident, on a perdu cela, comme vous le savez bien, depuis bien longtemps. Et je ne dis pas que tout est de loin pas parfait dans ce modèle qui est présenté dans cette communauté A, mais disons que ce qu'on peut à minima remarquer, c'est que ces références aux pères au pluriel et aux grands-pères au pluriel est vraiment structurante pour eux. Elle structure la société, ce vivre ensemble qu'ils ont. Donc ici en Occident, vous voyez l'état de déliquescence dans lequel on nage. Pour moi, c'est fortement lié à ça. Un des aspects, une des raisons, mais pas que, mais une des raisons principales, c'est une espèce de grosse œuvre qu'on a perdu. Les pères, les grands-pères ont été relégués au placard, à la cave, décriés, attaqués constamment, puisque nous sommes depuis plusieurs dizaines d'années dans une espèce de bain féminolâtre qui prévaut. Et ça n'est pas forcément un meilleur modèle. Moi, je m'emploie à le décrire, à le critiquer. J'essaye d'être juste, j'essaye d'être équitable. Je ne prétends pas y parvenir, bien entendu. Ce serait un peu exagéré, mais bon, voilà. Donc, cependant, un film intéressant, mais trop long. Il y a plus de 2 heures. C'est lassant, assez rapidement. 3/6. Ensuite, nous avions Subsuelo de Fernando Franco, un réalisateur espagnol. Donc, nous avons là un drame psychologique qui, à mon sens, est hors contexte dans le cadre de ce qui est censé être le festival du NIF, donc des films d'horreur, des films fantastiques. Bon, on peut dire à ce niveau-là qu'il y a un peu de remplissage de la part de la programmation, mais enfin, ce problème n'est pas nouveau. Un des anciens programmateurs, il y a de nombreuses années, qui me disait que certaines années, ils font du remplissage parce que, de son point de vue, il n'y avait pas suffisamment de matière. Mais enfin bon, quoi qu'il en soit, là, on a du remplissage, mais de qualité, parce que le film est bon, est très bon. C'est un bon film bien tendu qui tient aux tripes tout le long, qui nous raconte l'histoire des jumeaux, faux jumeaux, Eva et Fabian, donc un garçon et une fille. Et ça nous raconte l'histoire de Eva et son fiancé Javier qui vont vivre un accident très dramatique, un accident de voiture, puisqu'en fait, donc, il y a Eva, son fiancé Javier, et le frère Fabian à l'arrière. Et Javier qui est tout émoustillé, tout séduit par la très belle Eva, qui est interprétée par, je vais vous le dire après, Julia Martinez. Donc, entre parenthèses, on a qui est très belle, une très belle femme, actrice espagnole, Julia Martinez. Donc, cette éternelle fascination que l'on a dans quasiment cette éternelle fascination des réalisateurs masculins pour la beauté féminine. J'en parle souvent, puisque moi-même, je suis en admiration devant cette beauté inégalable.
Et donc on a ça dans quasiment tous les films en fait. Hein. Un bon 90% des films, ça parle, il y a ça qui me saute aux yeux avant tout, puis ensuite le reste. Donc, cette demoiselle Eva, qui est donc interprétée par la très belle Julia Martinez, ne sait pas conduire parce qu'elle est genre un peu avant sa majorité. Mais son fiancé, Ravier, qui lui sait conduire, veut lui passer le volant. Elle demande d'essayer. Et puis là-dessus, l'ami Ravier est très naïf, puisque lui faire une leçon de conduite, c'est extrêmement insuffisant. Donc là, je vais faire mon père la morale. Jeunes gens, faites bien attention avant de prendre un volant. Il faut bien apprendre la conduite. Moi, j'adore conduire, je le fais de temps en temps. Je n'ai pas de voiture, ça sert à rien dans la ville dans laquelle je vis en Suisse. Mais j'utilise un système qu'on appelle Mobility, c'est du car sharing. Et donc, jeunes gens, avant de prendre un volant de voiture, il faut bien apprendre à conduire. Et vous pouvez vite finir mort ou en chaise roulante, c'est ce qui arrive donc à Fabian, qui lui a la chance de s'en sortir. Donc elle prend le volant, cette chère Eva, et elle brûle un stop, donc elle se fait fracasser par une voiture. Elle a la chance de s'en sortir vivante et entière. Par contre, son fiancé est mort. Et son frère Fabian, lui, il va finir en chaise roulante. Donc il a les jambes paralysées. Donc suite à cela, son frère Fabian, donc son frère jumeau qui était déjà un peu quelqu'un d'assez malsain, va devenir encore plus malsain et pervers. Il va martyriser sa sœur. Et il va déjà psychologiquement, puis en plus, comme il se sent diminué, eh bien, il va essayer de faire des attouchements sur elle. Elle va être un peu prise par la culpabilité. Donc elle se laisse faire, malheureusement. Donc ça, c'est un peu crispant dans le film, mais bon. Et elle va, malgré tout, s'éprendre du frère de Ravier, qui était présent dans la fameuse soirée où l'accident s'est déroulé, mais il est resté dans la maison. Et donc, il va quand même y avoir une histoire d'amour entre le frère de Ravier et cette demoiselle. Mais malheureusement, le frère, qui est très pervers, il a filmé le fait, comme il filme tout et il photographie un peu tout le monde, et aussi beaucoup sa sœur, il est fasciné par sa sœur, qui est très belle, certes, mais c'est pas une raison pour la martyriser ou lui faire subir des attouchements, comme il le fait. Et donc, ce frère pervers, il a une vidéo qui prouve que c'était elle qui était au volant, puisque suite à l'accident, ils ont interverti les corps. Ils ont mis Ravier au volant pour faire croire que c'est lui qui avait fait l'accident, qui avait, disons, mal conduit, mais bien sûr, ce n'était pas le cas. Donc, en fait, cette culpabilité lui pèse énormément à cette chère Eva, au point qu'elle va devoir une psychologue, elle se sent très mal, en plus, elle se fait donc martyrisée par son frère, abusée. Et à la fin, évidemment, on a quand même un climax, puisque elle en a assez au bout d'un long film. Le film est un petit peu long, mais elle va révéler donc à son nouveau fiancé que c'est elle qui a malheureusement tué son frère en voulant prendre le volant. Donc du coup, il va la rejeter. Et là, elle va se sentir extrêmement mal, évidemment, puisqu'elle a commencé à être bien amoureuse de ce frère. Et elle va, donc le frère de Ravier, et elle va là, donc, dans un climax, une apogée de désespoir, tenter d'étrangler son frère sur une longue scène à la Hitchcockienne, à la Frenzy, excellent film d'Hitchcock que je vous recommande vivement, avec l'étrangleur à la cravate. Hitchcock disait que tuer quelqu'un, c'est très long et très difficile, contrairement à ce qui est montré dans tout un tas de films. Et là, on a effectivement une scène d'étranglement. Donc Eva va essayer d'étrangler son frère par rage et par désespoir, à force d'abus et de souffrances psychologiques et physiques.
Et on a une longue scène d'étranglement, mais malgré tout, juste avant qu'il soit oxy, elle va arrêter. Et le film se finit comme ça. Donc c'est un drame qui se termine mal. Un bon film long et tendu, une histoire intéressante, notamment sur le plan psychologique. 4 sur 6. Et pour terminer, puisque hier il n'y avait que 4 films, il y avait un film vietnamien qui s'appelle Phi Phong, The Blood Demon, du réalisateur vietnamien Do Quoc Trung. Donc on a une histoire de 2 chamans et qui essayent de sauver une mère possédée par un démon. Donc là on a typiquement, comme j'en ai parlé dans mes précédentes années au NIF, dans mes petites vidéos du NIF, ces petits films asiatiques fauchés, souvent grotesques et grand guignolesques, et souvent, très souvent daubesques. Là en tout cas à l'esprit ne me vient aucune exception. On avait un film une fois avec un Thaïlandais, avec un gros lézard, un espèce de lézard plus ou moins préhistorique qui dévorait un peu tout ce qui bougeait. Le film était relativement bien, même si ça n'arrivait pas à la cheville de n'importe quel Jurassic Park, même le 5e, le 6e. Donc là, on a un film absolument daubesque. Donc c'est le fameux fossé culturel, générationnel, culturel je dirais surtout, entre ces pays asiatiques qui s'essayent à faire des films d'horreur fantastiques, mais ils sont pas du tout au niveau, quoi. Pas du tout. Voilà, ça c'est une vérité. Donc 0 sur 6, je suis sorti au bout d'un petit quart d'heure. Voilà, merci beaucoup.